Hello, hello, cher magicien de la parole. Comment ça va? Comment allez-vous? Comment vas-tu ce soir? Il est 20 heures, on est en direct sur Insta et j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de lancer un direct. Je vois, salut Laurent, salut Delphine, salut à vous toutes et à vous tous qui y arrivez ce soir. Ou si vous nous voyez en direct, ou si vous nous voyez en replay, c'est chouette aussi. En tout cas, on a à cœur j'ai à cœur de partager avec vous euh, des trésors, des pépites, des rencontres d'hommes et de femmes qui font vibrer mon cœur parce que ils portent le verbe haut, parce qu'ils ont et elles ont un immense cœur, qu'elles placent l'amour, je pense, avant toute chose. Vous avez eu, il y a quelques petites semaines, l'occasion de rencontrer mon ami Jean-Luc de Wachter et ce soir, deuxième édition. Et je vais donc d'ailleurs l'accueillir dans quelques instants. Je vais accueillir un grand homme. Mais je préfère parler de lui, non pas derrière son dos, mais de lui quand il est là. Donc si c'est OK pour vous, je l'accueille. Et seconde, le le direct, je vais voir quand il arrive. Donc à cœur de vous faire rencontrer des personnages insolites, incroyables, grands. Salut Laurent. Salut Gilles, merci beaucoup pour ton invitation. Avec tellement de plaisir et merci du fond du cœur d'accepter cette invitation, Laurent. Ça me touche beaucoup pour plein de raisons. D'abord parce que, comme je le disais il y a quelques instants, j'ai à cœur de partager et de faire partager des rencontres qui me permettent d'une manière ou d'une autre de grandir, de m'élever, d'ouvrir mon cœur, de réaliser des choses. Et tu es certainement l'un de ces hommes, l'un de ces êtres qui me permet ou qui m'a permis, en tout cas, à différents moments de ma vie et de mon parcours, de faire des pas et des pas de géant, je pense. En tout cas, tu es quelqu'un qui m'inspire. Tu inspires plein de monde, plein de gens, plein de personnes qui viennent à ta rencontre. Tu vas me faire On- rougir. Ouais, mais j'ai quand même envie de t'honorer ce soir aussi. Mais je te remercie, ça me touche beaucoup. Le but, Laurent, ici, n'est pas de te faire rougir, mais vraiment de dire, et je voudrais le dire, le cœur grand ouvert, euh, que tu es une des belles grandes rencontres de ma vie, de ces dernières années. Et je trouvais trop chouette, trop belle l'idée de pouvoir mettre ça en commun. Alors, ce qui est assez étonnant dans ce format sur Insta, c'est plus tellement apparemment que c'est quelqu'un qui invite quelqu'un d'autre pour l'interviewer, mais que c'est plus, on est ensemble sur Insta et puis on partage et on devise. Et Très si c'est bien. OK pour toi, je serais tellement heureux que ça puisse se jouer comme ça. Salut à toutes et à tous d'arriver, c'est cool. Ça me va bien, ça me va bien. C'est un format que j'aime aussi. Et puis voilà, passer du temps ensemble, on a toujours aimé ça, donc pourquoi pas le faire. Mmh, absolument. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que pour commencer, je dirais en préambule, c'est que une des raisons pour laquelle je t'ai proposé qu'on se rencontre, c'est parce que justement, dans le cadre de la prise de parole en public, qui est évidemment mon sujet de prédilection, le sujet qui m'ouvre, dans lequel je me sens connecté, dans lequel je me sens le plus à ma place. En tout cas, c'est certainement un lieu dans lequel je me sens tout à fait à ma place. Le travail de la voix, le travail de la présence, le travail de la prestance, du charisme,
Ça fait longtemps maintenant, après avoir passé du temps sur scène à l'opéra et au théâtre, que je partage ces outils. Une de ces raisons, c'est que je sais que tu as passé du temps aussi sur scène, devant, derrière la caméra, Mhm. que ce métier d'acteur, ça a fait partie de ton parcours, mais surtout, ce qui me scie, et ça, j'ai envie de vous livrer un petit secret incroyable. Laurent, c'est un mec, de ce que je connais, mais je pense que c'est encore beaucoup plus. En tout cas, 3 fois par semaine, avec des centaines de personnes là, présentes, mais présentes sur le net, des gens qu'il ne voit pas. Ils sont là parce qu'ils font partie de ses programmes, parce que ce sont ses clientes et ses clients, parce que ce sont ses amis, parce que voilà. Mais tu te lances sur un sujet et t'es cap pendant 1 heure, 2 heures, 10 heures, 36 heures de parler et d'être inspiré quand tu prends la parole. Et ça, c'est juste génial. Comment tu fais? Oh là là. Comment je fais? Je sais pas si je le fais en fait. À chaque fois, je me dis pas que je vais le faire. À chaque fois, je sais que j'ai du monde en face de moi et ce qui me, ce qui me, ce qui me réveille à l'intérieur, c'est le fait que je vais partager quelque chose avec eux. Mhm. C'est-à-dire que j'ai d'abord un sujet. Alors Mhm. parfois, je te mets dans la confidence. euh, donc ça fait 8 ans, je fais des lives le matin. Je te cache pas que parfois les lives, ils démarrent, je sais même pas de quoi je vais parler. D'accord. Mais on est tous là pour quelque Oui. chose. On est tous là autour du même thème, du même travail. Donc finalement, des sujets, il y en a des milliers. Si c'est pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers. Et en fait, en fonction de ce que je sens, de l'énergie des gens, parce que même si je les vois pas, je les sens, Mhm. euh, je me laisse inspirer par un sujet. Et comme ce sont des sujets, bon déjà, je ne, je- si je l'ouvre, c'est parce que je connais le sujet, sinon je me tais. Ce sont des sujets que j'ai travaillés, ce sont des sujets que je connais par cœur. Ça fait des heures et des heures et des heures et des heures de vidéos dans lesquelles je parle de ces sujets-là, donc je les connais vraiment sur le bout des doigts. Mhm. Je les expérimente aussi. Donc, euh, donc voilà, je suis très porté par les gens et par le sujet. Et quand il y a les gens et que tu aimes les gens et qu'il y a un sujet et que tu aimes le sujet, bah en fait normalement t'as pas de difficulté quoi. Tu parles. Après, je dois t'avouer que le travail de comédien m'a permis de m'oublier dans cette alchimie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait on parle à des centaines de personnes et qu'on est sur un sujet fort, il faut avoir travailler à s'oublier soi-même. C'est-à-dire, en fait, tu le vois là avec moi, je veux dire là, où nous sommes devant tous les deux un téléphone Mhm. et on voit notre propre image. Mhm. Et en fait, notre propre image peut vraiment nous déstabiliser Mhm. parce que on peut se trouver, alors nous deux, par exemple, on se trouvera pas mal coiffé, mais on se trouvera Je vois pas de quoi peut-être tu parles. voilà, peut-être pas bien, on va considérer qu'on n'a pas une bonne tête ou que ceci ou cela. Et en fait, ça, il faut vraiment savoir l'oublier. Moi, je passe des heures devant mon image, puisque c'est toujours ce que ça renvoie. Parce que le live, c'est toujours, voilà, c'est le principe, ça renvoie notre image. Je parle, mais je me vois jamais, je me regarde jamais, j'en ai absolument rien à cirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de le sujet pour les gens, ou les gens avec ce sujet. Mais c'est les deux seuls, c'est les deux seules notions ou je sais pas ou éléments que je garde et c'est avec ça que je travaille. Après bon bah après c'est de la technique. Il faut savoir calibrer un sujet sur 1 heure quand on a 1 heure, sur 2 heures quand on a 2 heures, sur 72 heures quand on a 72 heures. Et voilà, après, ça, c'est juste une question d'expérience. Mais tous les gens qui se posent la question de savoir, mais comment c'est possible?
Parce qu'il y a plein de gens qui sont même autour de moi, qui me posent la question de savoir comment tu fais. Il y a des semaines où j'arrive à faire peut-être 17 heures, 18 heures de live dans la semaine. Et les gens me disent, mais comment tu fais? Mais en fait, je fais rien. Je parle d'un truc que j'aime à des gens que j'aime. Tu vois, c'est comme si tu passais 17 heures avec tes potes, quoi. Donc, tu trouves toujours des sujets. Et quand ce sont des sujets sur lesquels ils réclament des informations, bah, en fait, tu trouves toujours des moyens de leur donner avec des angles différents parce qu'ils sont pas, c'est pas tous les mêmes, avec des niveaux de compréhension différents parce que ce sont pas tous les mêmes. Mais en tout cas, c'est le même sujet et les mêmes gens, donc tu as le même amour et voilà. Merci. Merci beaucoup. De te laisser infuser, de te laisser inspirer par l'amour des gens, par l'amour du sujet aussi, de qui te porte en tout cas. Euh, les gens qui viennent me voir souvent ont peur. Peur de soit de leur image, c'est clair. Et l'oublier, c'est pas facile quand on n'a pas appris à jouer des rôles et à se mettre au service, par exemple. Euh, je parle ici rôle au théâtre, en l'occurrence. Parce qu'évidemment, des rôles, on en joue et dans la vie. Et ça nous joue des tours à plein d'endroits. Euh, on croit des choses sur soi. Mais voilà, chez les gens qui viennent me trouver, bien souvent, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de trauma aussi. Il y a beaucoup d'expériences malheureuses. Il y a beaucoup de mots perdus, des phrases dites par nos éducateurs à différents moments. Des phrases qui nous ont percutés peut-être à un endroit où on se doutait pas que ça avait, enfin, que c'était comme une déflagration interne. Moi, je me suis rendu compte de ça il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines d'ailleurs. Je savais et j'entendais ces phrases qu'on m'avait dites, mais j'avais jamais vu combien elles pouvaient être profondes et à certains endroits dévastatrices. Euh, et donc, imaginez avoir de la présence sur scène ou face caméra et d'être reçu et d'être concerné et d'être touché et d'être touchant et, et d'emmener des gens avec soi. Quand je travaille sur le storytelling, par exemple, le fait de retrouver cet art extraordinaire, ancestral, ancestral, c'est même atavique, c'est même inscrit dans nos cellules, c'est inscrit dans nos gènes de se mettre autour du feu et de raconter des histoires de ce qu'on a vécu pendant la journée ou pendant notre quête ou pendant notre aventure dans la pampa, dans la jungle, euh, les gens se disent, mais bien souvent, mais j'ai rien à dire, j'ai rien à raconter en fait, j'ai rien à raconter d'intéressant. Toi, Gilles, t'as fait des choses dingues, il t'est arrivé des aventures mais dingues, t'as vécu aux quatre coins du monde, mais moi. Et c'est là que j'ai envie de t'entendre aussi, que ça me ferait plaisir de t'entendre parce que tu rencontres en permanence des hommes et des femmes qui ont des histoires plus dingues les unes que les autres. Et souvent, quand elles arrivent, elles sont en souffrance. Et tes programmes euh, leur permettent de transformer, de matérialiser, de transformer ce que je pourrais appeler le poison en élixir, comme les bouddhistes le disent si bien. Euh, cette transformation de quelqu'un qui se dit je n'ai rien à dire en quelqu'un qui se dit ah mais en fait j'ai à dire et ça concerne quelqu'un autour de moi à qui je peux en parler. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on échange quelques instants là-dessus, sur Ouais. ce switch, sur ce passage qui se passe évidemment dans le cœur au profond là? Avec grand plaisir. Tu touches un sujet qui est un sujet profond. Euh, effectivement, dans notre vie, on a eu des éducateurs qui nous ont dit des choses et en fait, à force de les entendre, en fait, on s'est identifié d'une certaine façon. Mm. Et après, quand il s'agit d'aller vers les autres, quand il s'agit de se mettre en lumière,
cette identification devient une sorte de plaie, quelque chose qui nous empêche de parler, qui nous empêche de dire. En fait, euh, il faut comprendre qu'un principe que je trouve assez simple, c'est que toute personne qui nous écoute euh, aguerrie au travail de l'acting ou pas, aguerrie à la prise de parole en public ou pas, avec je sais pas, des valises de problèmes ou pas, toute personne, si elle passe devant je sais pas, un restaurant et qu'elle se rend compte qu'en réalité le premier étage est en feu et que tout le monde est en train de dîner au rez-de-chaussée, cette personne, elle va rentrer dans le restaurant en disant excusez-moi, mais je crois qu'il y a le feu au premier étage et je suis pas certain que ce soit une bonne idée de rester là. Je pense qu'il faut évacuer. C'est-à-dire que cette personne, dans cet état d'urgence, c'est parce qu'elle sait qu'elle dispose d'une information qui est importante pour tout le monde. Elle va rentrer dans le restaurant sans se préoccuper ni de son histoire, ni de ce qu'on lui a dit, ni même de savoir avant de rentrer dans le restaurant si elle a la braguette ouverte ou pas. Elle va rentrer pour partager quelque chose qui va être une information capitale pour l'autre. Mhm. Et en fait, ça, c'est le principe du message et du messager. Et quand je travaille avec des gens qui cherchent des entrepreneurs, je travaille avec des entrepreneurs dans des programmes où on les accompagne pour créer leur business. Et il y en a plein qui veulent être sur les réseaux, faire des vidéos, etc., mais qui sont tétanisés. Je leur explique ça. Je leur explique qu'il y a le message et qu'il y a le messager. Et qu'en fait, plus on est concentré sur le message, moins le messager est important. Parce que si on est concentré sur le messager, alors effectivement, mais tout le monde, hein, même moi, enfin je veux dire, moi j'ai des heures et des heures d'expérience et pourtant je peux être tétanisé si, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais juste avant de rentrer en conférence, s'il y en a un qui me dit, ouais, elle te va pas du tout cette veste, ou bien évidemment ça va me reconcentrer sur le messager et je vais avoir du mal à lâcher l'image du messager. Mhm. Si c'est juste au moment de rentrer en scène, c'est pas cool. Et en fait, il va falloir que je me détache de l'image du messager pour revenir au message. Donc tout le monde est concerné par ça. Et le travail, c'est pas de faire un truc colossal pour oublier son histoire. C'est juste de dire, je suis cette personne qui a un message à passer. Ce message est important pour les gens. Et en fait, plus je mettrai de la valeur à cette information que je vais leur passer, plus le fait d'être messager, j'en ai vraiment rien à cirer. J'ai travaillé avec Lucie Carrasco, qui est une jeune femme qui est handicapée à 80%. Et en fait, Lucie, la première fois que je l'ai vue, enfin la première fois que je l'ai contactée, c'était pour lui demander de venir aux 36 heures et de témoigner sur sa vie, parce qu'en fait, Lucie, qui n'était pas du tout la Lucie qu'on connaît aujourd'hui, elle avait à un moment donné créé des robes, Mhm. et notamment, elle avait créé des robes qui avaient plu à des stars américaines, et ça l'avait un peu, on va dire, lancée. Et je lui dis, j'aimerais bien que tu nous racontes ça. Et elle dit, non mais attends, les gens vont rien comprendre, je parle mal, euh, enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Je vais arriver avec mon fauteuil, je vais avoir l'air idiote et tout. Je dis, non, non, mais moi je vais t'interviewer et tu vas juste répondre, quoi. Et en fait, elle était terrorisée à l'idée de venir passer un message parce qu'elle se disait, tout le monde va dire qui c'est cette fille qui s'exprime mal, qui c'est Mhm. cette fille dans son fauteuil. Et en fait, ça a été un moment absolument incroyable parce qu'elle s'est rendue compte, bon, après je la guidais avec des questions, mais elle s'est rendue compte que ce qui était intéressant là, c'était justement l'histoire qu'elle avait à nous raconter qui allait nous faire grandir, quoi. Et elle s'est rendue compte en le faisant que, en fait, l'information qu'elle véhicule est une information qui fait grandir les gens. Alors évidemment, elle va choisir des choses de sa vie qui sont intéressantes, elle va pas choisir des choses qui sont insignifiantes, elle va choisir le message, mais elle va partager le message pour faire grandir les gens, pas pour leur donner des leçons, pour leur dire, bah en fait, voilà, moi il m'est arrivé ça et tout, c'était compliqué, mais du coup je m'en suis sorti comme ci et comme ça. Et en fait, c'est devenu vraiment une nana qui fait des conférences aujourd'hui, qui est absolument super, elle est passionnante Mhm. parce que son message est quelque chose qui nous fait grandir nous. Et parfois, bah, elle nous parle aussi de ses galères, enfin, je veux dire, qu'elle nous raconte comment c'est compliqué pour elle. Elle a une phrase qui dit c'est plus difficile de faire Lyon-Paris quand tu es handicapé que d'aller à Rio de Mhm. Janeiro. Et en fait,
donc elle est sur un sujet, nous on n'est pas concernés, moi je suis pas en fauteuil, je suis pas concerné, mais c'est un sujet humain. Et c'est un sujet humain sur comment on passe les difficultés, comment on passe les épreuves, qu'est-ce qu'on fait avec dans un monde qui n'est pas construit pour nous. Et là, d'un seul coup, bah, on s'identifie. Et le discours est absolument génial. Et moi, j'ai vu des gens arriver, comme Anthony Lofredo, arriver sur la scène extrêmement timide, et à qui je posais des questions et qui m'ont dit à la fin de l'interview, putain, mais j'ai eu l'impression de servir à quelque chose. Mm. Et tu vois, c'est là où, en fait, on se rend compte de la différence du message et du messager. Quand on comprend qu'en fait, avec notre message, on sert à quelque chose, après, il est, le mur est passé, tu vois, le switch est fait, et après, on se dit, bon, en fait, je vais continuer. Tu vois, j'ai eu Anthony Nevo sur la scène des 36 heures. Il nous a parlé de sa première vidéo. Donc Anthony Nevo, c'est un YouTuber, il a fait des vlogs, il a je sais pas combien de centaines de milliers de personnes abonnées à sa chaîne. Donc c'était intéressant de lui demander comment tu as démarré. Et il nous montre une photo de sa première, enfin c'est une photo de son compte YouTube. Et donc c'est la photo, la vignette où il est dans une sale lumière mais dégueulasse avec un pull un peu trop long qui lui arrive là et tout. Et il dit j'ai fait ma vidéo en me disant bon bah allons-y faisons ça quoi. Et il me dit j'étais terrorisé, je me suis dit j'espère que ça va plaire aux gens et tout. Il me dit le premier commentaire c'est va crever, une violence Oui. incroyable quoi, tu vois. Et en fait il a dit je me suis dit bon qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est de répondre à ça, c'est-à-dire arrêter parce que je pense que je ne vaux pas le coup, ou est-ce que le plus important, c'est de continuer de passer le message et évidemment d'apprendre à m'améliorer parce que je voyais bien que moi-même que la qualité elle était pas ok. Aujourd'hui, ce mec a fait des milliers, des milliers, des milliers de vidéos. C'est un YouTuber hyper reconnu. Personne n'imagine que sa première vidéo c'était ça et que le premier commentaire c'était ça. Les gens l'adorent, ils lui laissent des commentaires comme ça pour lui dire qu'il est génial. Mais le truc c'est ça, c'était ça qui était fort quand il nous en a parlé, c'est qu'est-ce que je privilégie? Je privilégie le regard des autres et je rentre chez moi, ou est-ce que je privilégie ce message que j'ai à passer qui est plus important que tout? Et en fait, voilà, il a choisi le message et il a bien fait. Il a une grosse carrière qui nous montre qu'en fait, il a bien fait. Et tous les gens avec lesquels j'ai discuté, qui vraiment se mettent devant, sont des gens qui ont toujours dit ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, en fait, ton message doit être plus important que la personne qui le dit. Et puis on s'en fout. Et puis voilà. Et puis il y a des gens qui vont te trouver beau, d'autres qui vont te trouver moche, d'autres qui vont te trouver bien sapé, d'autres pas bien sapé, d'autres rigolo, pas rigolo. Mais l'important, c'est que tu aies dit ce que tu avais à dire. Tu l'as dit toi-même, tu sers autre chose. Quand on est comédien, qu'on est sur scène, on est dans un rôle, on joue, je sais pas, Sganarelle ou un autre personnage, et en fait, on sert une histoire en incarnant quelque chose d'autre. La prise de parole en public et la conférence, c'est pas du tout le même travail parce qu'on n'a pas de rôle, on n'a pas de personnage, on est dans la plus grande authenticité, et donc du coup, on est dans le message et non pas ni dans le jeu, ni dans l'histoire, on est dans le message. Alors c'est un autre travail, mais c'est un travail qui n'est pas si compliqué à partir du moment où bah, en fait, on calme notre ego et notre peur d'être regardé et on se dit, bah voilà, je vais rentrer dans un restaurant et je vais passer un message qui va sauver la vie des gens et point barre. Ils trouvent ça bien, tant mieux. Ils trouvent pas ça bien, tant mieux. Je, je, mais c'est ce que je décide, c'est l'énergie que je décide de mettre au service du monde, quoi. Mm. Et d'après toi, quand il arrive, il arrive qu'on te place ou qu'on te demande de, qu'on te donne l'occasion, je pense que c'est un cadeau extraordinaire, mais encore faut-il pouvoir le prendre. On te donne l'occasion, par exemple, de monter sur scène, de prendre la parole face à la caméra pour un événement, parce que tu es reconnu comme étant une experte géniale, un expert fabuleux dans ce domaine-là précis. On te demande de préparer quelque chose, de venir parler de ton chemin, de ton expertise. Et il peut arriver que, tu sais, tu sais que tu vas prendre la parole devant, je sais pas,
prenons un chiffre important, mais qui ne soit pas qui sont pas extraordinaires. Disons que tu vas prendre la parole devant 500 personnes. Euh, ça semble énorme, ça semble extraordinaire, et pourtant, certaines personnes, certains parmi nous, on donne des conférences, toi, moi, et on se retrouve parfois devant 1000, 2000. Je sais que j'ai eu la chance de chanter à certains moments devant 3500 personnes, d'être face à 6000 personnes, et c'est quelque chose qui intérieurement me donne une joie extraordinaire, pas parce que je suis face à 6000 personnes pour mon petit ego, ma petite personne, mais parce que l'écho de ta voix et de ce que tu vas transmettre à ce moment-là va pouvoir avoir une résonance, un impact très important. Et ça, c'est merveilleux, c'est génial. Mais quand tu arrives et que tu n'as jamais fait ça, ou que tu l'as fait, et j'ai tellement de gens qui me disent « Ah, moi, genre, un truc qui me fait hurler de rire, c'est « Attends, mais moi, ce qui m'effraie complètement, c'est le nombre de personnes. Alors, jusqu'à 20 personnes, allez, 15, 20 personnes, ça va. » Et alors, je leur dis qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que 21, ça va pas? Et alors, il me dit « Ah, mais non, 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 ça va, mais… » Et alors, tu montes comme ça, et graduellement, et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a plus de différence. Que ce soit 10, que ce soit 1000, ça ne change finalement pas grand-chose. Si ce n'est que tu vas devoir apprendre, travailler à ce que ce messager, parce qu'il y a aussi ceux qui réceptionnent le message, euh, de tenir compte de ça. Et peut-être que de ta petite taille d'humain, qui se retrouve sur une grande scène face à plein de monde, il y aura probablement quelque chose à mettre en place pour ouvrir le spectre et connecter aussi bien avec toi qu'avec toi, qu'avec toi, qu'avec toi, qu'avec toi, qu'avec toi. Et voilà, la présence en scène, c'est pas un truc qui est facile pour tout le monde. C'est pas un truc que tout le monde a comme ça. Pourtant, force m'est de constater que en le travaillant, l'aura, la perception de grandeur de ce qui émane de toi peut s'ouvrir, et peut s'ouvrir très 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 fort. Et j'avais envie de t'entendre là-dessus parce que je sais, pour l'avoir vécu, que tu travailles, tu es quelqu'un de très, comment dire ça, d'en même temps, et ce qui pour moi est une richesse extraordinaire dans cette rencontre avec toi, c'est en même temps une immense connexion au réel, au concret. Tu es un businessman, tu as une entreprise, tu as du personnel, tu as une équipe, tu crées plein de choses, tu as des résultats comptables, tu as tout ça. Et puis à côté de ça, il y a tous tes programmes, il y a toute cette connexion au-delà du visible, il y a aussi toute cette dimension invisible d'ordre énergétique, d'ordre… comment, pour toi, comment la présence en scène peut être abordée, travaillée, si c'est OK pour toi de partager un petit peu ça avec nous? Est-ce que ça a toujours été facile pour toi aussi, toi qui t'adresses maintenant à de grands publics? Bah, en fait, il y a eu comme une évolution, mais c'est vrai que euh, j'ai toujours été dans une sorte de facilité à exister. Quand il y avait du monde, c'est facile pour moi. C'était facile pour moi quand j'étais au collège, au lycée, de faire marrer la classe. C'était facile pour moi de faire des imitations, des accents et de faire marrer tout le monde. Euh, donc du coup, ça a été un peu facile pour moi d'aller vers le conservatoire et ces métiers de l'art dramatique, où j'ai compris qu'en réalité, en dehors de l'improvisation, il n'y avait pas grand-chose de cette personnalité extravertie qui allait m'aider. Mais dans l'improvisation, oui, mais dans le jeu, non. Au contraire, il fallait que je m'efface derrière mon personnage, il fallait que j'existe pas, mais que je fasse exister mon personnage.
Donc j'ai pris aussi des claques sur scène, parce que, ou en tout cas au conservatoire, parce que mes profs n'ont pas été tendres avec moi là-dessus. Et donc il y a à un moment donné quelque chose qui s'est installé où justement tu travailles plus l'humilité qu'autre Mm. chose. Et Mm. puis, donc voilà. Puis il y a eu d'autres jobs que j'ai fait. J'étais animateur pour la télévision. J'ai fait d'autres jobs devant la caméra où là, c'est encore une autre facette du travail de la prise de parole. Euh, tu es en train de servir quelque chose. Tu suis tu suis une continuité où tu interviens 12 secondes entre deux vidéos. Enfin voilà, j'ai fait de la radio, j'ai fait tout ça. Et en fait, je me rends compte que euh, le plus beau travail finalement qui s'est opéré pendant toutes ces années, c'est de venir avec le plus d'authenticité possible. C'est-à-dire vraiment de venir avec une grande humilité, dire quelque chose qui est quelque chose qui est important. Je reviens sur le message, mais quelque chose qui est important pour toi. Et plus tu vas le dire avec une humilité, plus ce sera facile de le faire devant des gens. Alors, Ok. ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu fais référence à mes programmes, notamment sur l'énergie. Je crois que c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre la parole devant des grosses audiences. Et j'ai eu des audiences, j'ai fait des webinaires devant 15 000 personnes. Donc c'est énorme. Tu vois, Mm. surtout, tu t'y attends pas. Tu Mm. vois, c'était il y a quelques années où les webinaires, il y avait toujours 5 000, 6 000 personnes. C'était à peu près ce que je faisais. 8 000, on trouvait ça vachement. On était contents. Mais là, on voit que ça s'inscrit, ça s'inscrit, ça s'inscrit. Et on se dit, tiens, là, il y a 12 000 personnes, 15 000 personnes, 17 000 personnes. Ça, tu vois, combien vont venir en live? Et en fait, tu te rends compte que tu vois le chiffre monter, 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 monter. Et en live, alors que toi, tu es en train de démarrer ta conférence, il y a 11 800, 12 000, 13 000. Et donc, Fabuleux. évidemment, tu es totalement saisi par le chiffre parce que tu t'es dit, waouh, c'est ouf. Mais l'énergie, c'est justement l'apprentissage qui m'a permis de comprendre quelque chose de simple, c'est que ma connexion avec les gens, elle existe. Il n'y a pas un public froid, il y a un public connecté. Et D'accord. en fait, avec tout ce qu'on peut partager de l'émotion, c'est-à-dire ma joie d'être avec eux, ma joie de transporter une information qui va leur apporter quelque chose dans leur vie, et puis aussi, tu parlais tout à l'heure, storytelling, c'est-à-dire le fait de raconter des choses à travers lesquelles, des histoires à travers lesquelles ils peuvent s'identifier, parler de mes clients, parler des succès qu'on a remportés, parler des difficultés aussi. En fait, toutes ces histoires vont permettre à chacun de se rappeler que nous sommes absolument tous des humains et que dans ce parcours d'humain, il y a à la fois des ambitions, il y a des efforts, parfois des efforts qui mènent à rien, parfois des efforts qui mènent à la catastrophe, qui nous blessent, qui nous heurtent, parfois des efforts qui nous remontent, qui nous remettent debout. Et en fait, c'est juste un humain qui parle à des humains, mais qui parle de l'humain. Donc, tu vois, au final, l'énergie m'a permis de comprendre que, bah, en fait, à travers l'émotion, on était tous connectés à la même chose. Après, à travers l'émotion, certains parleront de l'équitation. À travers l'émotion, certains parleront je sais pas, de la fabrication d'un moteur d'avion. Moi, je parle du travail de l'énergie, je parle du développement personnel, je parle de la puissance de chacun, mais on va tous utiliser la même chose. Et moi, j'ai vu des conférences parce que j'étais dans le public sur des sujets qui ne m'intéressaient pas, mais parce que j'intervenais ailleurs. Je voyais des gens enfin, prendre la parole, et 5 minutes après, j'étais comme ça, Mm. en train de les écouter sur des sujets qui n'ont rien à voir ni avec ma vie, ni avec mon intérêt. Mais c'est juste un humain qui raconte une expérience. Et en fait, cette expérience, elle est fascinante. Même si le gars, il est en train de me raconter des trucs. En plus, je parlais du moteur d'avion, mais en l'occurrence, c'était ça. C'est un gars qui m'a fasciné en me disant, bah voilà comment on construit. Le mec qui travaillait chez Boeing, et il disait, non, d'ailleurs pas chez Boeing, mais chez eux. Et il disait, voilà comment en fait on est arrivé à comprendre comment ça pouvait marcher. Mais le mec, il était passionné. Et honnêtement, j'ai pas tout de suite, après la conférence, j'ai pas couru pour avoir un manuel de comment on fabrique un moteur d'avion. Le sujet lui-même était intéressant, mais c'est pas ça que je suis venu chercher. Mais par contre, le mec était passionné. Donc à partir du moment où on comprend qu'on a toujours un lien avec les gens et que ce lien, il sera toujours existant à travers l'émotion, bah allons-y, partageons des choses. Dans mes programmes, on est sur un mur.
On est sur un mur Facebook et en fait, il y a des centaines de personnes qui font le programme et il n'y a pas des centaines de personnes qui publient sur le mur, qui font des posts. Et donc, parfois, il y a des gens qui nous envoient des messages personnels en disant « Je ne publie pas sur le mur, je voulais quand même te raconter ceci et cela. » Et je lui dis « Mais tu sais quoi? Tu fais un copier-coller et tu le mets sur le mur. » Oui, mais non, fais cette expérience, tu vas voir. Et en fait, parce que cette personne, avec sincérité, elle partage une expérience de vie qui parfois est extrêmement simple. Hein, c'est genre, je suis tellement content parce que moi voilà, qui ai des gros problèmes de confrontation avec mes enfants, eh bien, grâce au programme, on a passé hier la meilleure soirée qu'on n'a pas passée ensemble depuis genre 3 ans. Tu vois. Et en fait, ça s'est bien passé. Donc, c'est une scène de vie simple, mais c'est juste un humain qui parle avec sincérité de quelque chose qui l'a touché la veille. Et là, il y a des commentaires. Putain, on est trop content pour toi, c'est génial, bravo. Et en fait, les gens, ils me renvoient le message, mais merci de m'avoir conseillé de publier parce que je l'aurais jamais fait. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de lire tout ça. Mais il n'y a rien qui fait du bien. Ça fait du bien de te lire toi. Ça fait du bien de lire ton expérience personnelle. Et tous les gens qui travaillent avec moi sur Tech Business, sur les consultings, etc., à qui je dis, parle sincèrement. Parle sincèrement de ton truc. Oui, ils ont peur. Oui, on a peur. Moi aussi, j'ai peur. Moi, quand je démarre une conférence et que je vois qu'il y a 500 personnes dans la salle, oui, évidemment, je suis pas à l'aise. Mais l'émotion crée l'unité. Et dans l'unité, on se retrouve tous, on partage un super moment. Dans l'unité, on est tranquille, on est bien. Je suis ni plus fort ni moins fort que les gens dans la salle. Et on arrive même à vanner, enfin tu sais ce que c'est, mais on arrive à rebondir sur des trucs du public, à être drôle, à être totalement décontracté et, et retomber sur nos pattes dans notre discours et sortir de scène sous les applaudissements et dire merci beaucoup. Parce qu'en fait, on sait que c'est l'unité, c'est la cohésion, c'est ce qu'on a vécu ensemble qui nous a permis de nous nourrir les uns les autres pendant ce moment de conférence. Et en fait, moi, c'est ça que je cherche aujourd'hui. Parler en public, prendre le micro, franchement, je m'en fiche. Je préfère le laisser à quelqu'un qui a un truc plus intéressant que moi à dire. Mais à chaque fois que je le prends, c'est de toute façon pour ça. L'idée, c'est de partager. Et je suis venu ici, j'ai accepté d'être là avec toi parce que je savais qu'il y avait quelque chose à partager et que si on arrivait à tous les deux à laisser sous-entendre dans la tête de quelqu'un qui flippe qu'en fait finalement ça peut aussi être bien de prendre son téléphone, de se filmer en train de dire bah voilà en fait j'ai vécu ça et je pense que ça peut être intéressant pour les gens de comprendre que je m'en suis sorti en faisant ça et ça. Je sais pas qui le vit, je sais pas qui est confronté à ça, mais en tout cas essayez ça si ça peut vous sortir d'une situation compliquée, bah, j'en serais très heureux. Tu sais, et je terminerai par ça. J'ai entendu Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui dans une interview quand ils avaient écrit Cuisine et dépendance, qui aujourd'hui est un énorme succès de théâtre. Et on a dit, comment ça a démarré pour vous? Et en fait, eux, ils ont écrit Cuisine et dépendance, ils l'ont envoyé à des responsables, à des directeurs de théâtre, des directeurs de programmation dans les théâtres. Et ils racontent que, en fait, ils ont reçu même des réponses, des gens qui disaient, bon, c'est intéressant, mais il manque un acte. C'est genre, c'est pas bien écrit. C'est la pièce la mieux écrite de l'histoire du théâtre français. Mais bon, voilà, il y a des gens qui trouvaient pas ça bien. Et puis, il dit, il y a un directeur de théâtre qui nous a fait confiance, qui nous a mis sur scène. Et en fait, on savait pas du tout ce que ça allait donner. Et on s'est dit avec Agnès, on s'est dit un truc. Écoute ça, c'est absolument génial. On n'est pas là pour convaincre tout le monde. Mais si ça fait du bien à une personne dans la salle, on a gagné. Ben, tu vois, c'est ce que je me dis. Je sais pas combien de personnes vont voir cette vidéo. Mais si ça fait du bien à une personne, alors c'est gagné. Dernière petite histoire. Un jour, j'interviewe Yannick Noah et je lui dis c'était quoi les débuts avec la chanson? Parce qu'aujourd'hui, on achète des albums et tout, mais comment tu l'as vécu tout au début? Et en fait, il dit un truc, il dit tu sais, je vais te faire une confidence. Si à l'époque, Zinedine Zidane, il avait fait un disque, je ne l'aurais pas acheté. Donc je comprends très bien que les gens n'achètent pas le disque d'un mec qui fait du tennis. Ouais. Il dit les premières fois où on a joué, on était plus nombreux sur scène que dans la salle. Et il nous raconte un concert où il y avait tellement personne que le directeur de la salle, il est allé chercher des gens dehors
il y avait un type qui promenait son chien et il dit en fait voilà, on a joué devant 20 personnes qui savaient pas du tout ce qu'ils foutaient là, qui nous regardaient. Enfin bon bref, c'était l'enfer. Et il dit et on se prenait que des critiques qui disaient c'est n'importe quoi, c'est nul, arrête, reprends le tennis, arrête la chanson. On se prenait que des claques dans la gueule et on était vraiment dans un doute. Et un jour, alors qu'on était vraiment dans le doute, c'est-à-dire que vraiment, il me dit, on faisait les quarts-tours, donc il fait une scène à un endroit, et puis ils prennent le bus, et puis ils vont dans une autre ville pour jouer. Il dit, dans les quarts-tours, il n'y avait pas un bruit, c'était le silence, tout le monde était extrêmement angoissé. Et je prends le journal, et je lis, ah ouais, bah, c'est peut-être pas mal, il y a quelque chose. Et en fait, au milieu de genre 50 critiques qui nous défonçaient, il y a une personne qui a dit, ouais, c'est pas mal. Et en fait, on s'est tous mobilisés pour chanter pour cette personne. Et on s'est dit, ça y est, ça a du sens. C'est une personne dans le monde. Alors on va le faire. Et c'est ça qui est génial. Ne cherchez pas à convaincre tout le monde. Il y a des gens qui vont trouver que mon discours est intelligent, d'autres qui vont dire ah c'est génial, d'autres qui vont dire mais c'est un crétin. On s'en fout. On n'est pas là pour convaincre les gens. On est là peut-être pour faire du bien à une seule personne et ça suffit à faire que bah, ta vie a du sens, que ta vidéo a du sens et que le soir, bah, si cette personne elle va mieux dans sa vie, bah, tu te coucheras tranquille quoi. Voilà. Génial, génial, merci. Tu me fais penser à un ami cher qui s'appelle Marc Gossen, qui a été le CEO de Radio Énergie Nostalgie ici au niveau du groupe en Belgique, et qui qui me disait souvent que lorsqu'il engageait les journalistes, lorsqu'il les mettait face au micro, que ce soit des journalistes, que ce soit des animateurs, que ce soit des chroniqueurs, toujours, le message premier, c'était tu parles à un micro et tu vois personne, mais de manière évidente. Adresse-toi à une personne. Et adresse-toi à une personne qui est extrêmement chère à ton cœur. Et tu vas voir combien les vibes de ta voix, de ta présence, de ton charisme, vont tout à coup avoir une couleur, un goût totalement différent et vont porter ton message beaucoup plus loin, vont d'une manière ou d'une autre générer du mouvement. Et c'est en ça que je suis très touché par ce que tu dis quand tu parles d'émotion. En fait, il s'agit évidemment totalement de ça. Étymologiquement, on est totalement à cet endroit-là, de l'émotion, de ce qui met en mouvement, de ce qui me meut, de ce qui m'émeut. Et si je peux, et si tu peux, et si on peut toucher le cœur d'une personne, eh bien, on a gagné notre job, on a fait notre job en tout cas. Pour toi, Laurent, est-ce que la voix, l'expression orale, le charisme, c'est un grand mot, mais pourtant c'est un concept important quand même. Est-ce que pour toi c'est une clé pour faire bouger les lignes au niveau d'un business, au niveau de ton business, ou pas? Est-ce que c'est un outil important à travailler? J'ai évidemment une conscience très très forte là-dessus, mais peut-être que pour toi, ça ne l'est pas, je ne sais pas. Dis-moi. En fait, je pense vraiment que c'est absolument capital. Je pense que c'est vraiment capital pour tous les chefs d'entreprise, pour tous les gens qui veulent vraiment avoir une carrière en entreprise ou en tant qu'entrepreneur ou pas, en tant que salarié. Il est important de travailler sur la voix. Je crois que, tu vois, tout le monde est capable, d'ailleurs, c'est ce qu'on sait quand on fait des vidéos, justement. Tout le monde est capable de supporter une vidéo pas terrible, mais les gens ne seront jamais capables de supporter un son pas terrible. C'est-à-dire qu'une vidéo qui grésille, du moment qu'on entend, c'est OK. Mais une vidéo nickel avec un son qui grésille, on écoutera 1-2 minutes, mais on n'ira pas plus loin. Parce que c'est trop compliqué. Quand je dis 1-2 minutes, c'est pour les plus persévérants. Je crois qu'effectivement, il y a un truc avec la voix qui est absolument primordial et il n'y a personne qui n'a pas la voix pour. Yes. Mais tout le monde doit assumer la voix qu'il a. Il y a des Fabrice Lucchini qui ont eu une carrière avec une voix particulière. Il y a des gens qui ont des voix qui sont très graves, d'autres des gens qui ont des voix de tête.
Après, on a des voix de parleurs, il y a des voix de parleurs. Il y a des, voilà, il y a des gens qui ont des voix, mais à partir du moment où cette voix elle est assumée, alors c'est un bonheur de les entendre. Le problème, c'est que c'est pas la voix. Moi, enfin, je veux dire, j'entends ma voix tout le temps puisqu'il y a des gens ici qui font du montage, donc je suis dans des salles avec des gens qui font du montage sur mes vidéos et tout. Parfois, je leur dis, mais dis-lui de fermer sa gueule à celui-là, tu vois. On se marre, tu vois, mais parce que, bon, après, ma voix, maintenant j'ai l'habitude, mais je suis pas fan de ma voix. Ouais. Mais je suis pas sûr que enfin, je pense que 99,9% des gens n'aiment pas écouter leur propre voix. Mais en réalité, à partir du moment où elle est assumée, c'est plus un problème. C'est quand elle n'est pas assumée qu'il y a un problème. Donc, on va pas se dire, travaille et tu aimeras ta voix. Mais par contre, je dis à tous ceux qui veulent avoir une carrière, assume ta voix et travaille là. C'est-à-dire, assume que tu es une voix, peu importe ta voix, que tu es une voix et travaille là. Alors, le travail de la voix, c'est pas uniquement le son. Le travail de la voix, c'est le fait de savoir nuancer son discours, le fait de savoir intéresser les gens. Moi, je me rappelle petit, je pense que c'est une des grosses claques que j'ai pris dans la prise de parole en public. J'étais devant la télé et ma mère, elle regardait Apostrophe. Donc moi, je devais avoir peut-être, je sais pas, 12 ans, 13 ans. C'était pas l'émission qui me fascinait. Et par contre, je regardais et tout le monde était en train de parler. Tout le monde était en train de parler. Oui, machin, tout ça. Et il y avait Thierry Lhermitte, qui n'était pas un érudit parmi tous ces gens, qui étaient tous des auteurs. C'est un comédien du Splendide, reconnu pour faire des comédies. Donc c'est pas le mec qui tout le monde va se taire quand il va prendre la parole. Et bon. Il était comme ça. Et il dit, donc dans un bordel, il dit, ce que je crois, ce que je crois. Et là, tout le monde s'arrête. Il dit, ok, bon, excusez-moi, mais le ce que je crois est toujours le truc que je dis pour faire taire tout le monde. Je suis désolé, mais je me sens pas très bien et il faut que j'y aille. Et donc, il retire son micro et il se casse. Et en fait, on apprend plus tard qu'en fait, il est malade, il a une gastro, et voilà, il faut vraiment qu'il quitte le plateau. Mais pour arrêter tout le monde, il dit ce que je crois, et tout le monde s'est arrêté. Et je me suis dit, putain, mais il y a une magie à travers la parole, à travers le mot, à travers l'intonation, il y a une parole. Il y a quelque chose qui se passe. Et la parole, quand elle se passe, les gens l'écoutent. Et donc après, tu apprends à moduler ta voix, tu apprends à faire des pauses, à jouer avec le silence. Déjà, tu apprends les silences. Toi, tu dois permettre à tous tes élèves d'arrêter qui sont en fait juste des gens qui ont peur du silence. Et en fait, dans les silences, il y a la capacité pour les gens de comprendre ce que tu dis, le temps pour qu'ils remettent les choses dans l'ordre. Peut-être parfois même un silence pour une blague, parce qu'ils vont rire après. Je ne sais pas si tu connais Anthony Jeselnik, qui est un mec qui fait du stand-up aux États-Unis, c'est un stand-upper américain. Il a des blagues tellement troisième degré qu'il est obligé de s'arrêter et il attend. que les francs tombent. Il attend que tout le monde pige et d'un seul coup, tout le monde éclate de rire et dit « Ok, vous l'avez, je peux continuer. » Tu vois, mais les temps de pause c'est d'une valeur incroyable pour la compréhension, pour l'émotion, tout ça. Donc en fait, finalement, assumez votre voix et travaillez là. Et honnêtement, n'importe quel, mais parce que je l'ai vu, moi j'ai travaillé en entreprise, j'étais directeur de création pour une énorme boîte, j'ai été consultant pour une autre énorme boîte, je voyais les gens en réunion, hein. Ceux qui savaient parler, ceux qui grimpaient, hein. Parce que quand ils prenaient la main, ils disaient, moi j'ai une question, et en fait ils partaient dans le truc, et en fait tout le monde les suivait. Et tous ceux qui avaient pas bossé ça, très clairement, c'était des gens on voyait qu'en fait, ils maîtrisaient pas leur respiration. Et ils disaient, en fait, donc ils étaient dans une voie de tête où ils maîtrisaient pas leur respiration, ils étaient dans un élément de panique où en fait, finalement, peut-être que la question était la plus intelligente de la réunion, mais on l'écoutait pas parce qu'elle nous stressait, tu vois. Et en fait, on disait oui, oui, à ces gens-là, et après, on redonnait la parole à quelqu'un qui était posé et qui disait oui, 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 moi je pense qu'il y a un truc intéressant à faire, machin. Et en fait, on suivait toujours ces gens-là. Travaillez ça, mais vraiment bosser ça. Quand vous avez des équipes et que vous dirigez des équipes,
il faut que votre voix, elle porte. Pas qu'elle porte, wow, il faut qu'elle porte les gens. Il faut qu'elle les soutienne. Il faut que votre projet, quand vous en parlez, tout le monde soit là en train de se dire waouh, ça va être ouf, on va faire un truc. Mais parce que tout tient de la voix, tout tient de. Et c'est juste assumer et travailler ça. Mais Bosser. donc, le truc, c'est que, excuse-moi de t'interrompre, mais donc, Je t'en prie. on a tous, l'image qui me vient, moi, c'est qu'on est tous les musiciens d'un extraordinaire orchestre. Exactement. Mais c'est pas parce que je suis éventuellement un Stradivarius que j'ai appris à jouer au violon, Exactement. tu vois. Je peux avoir ce trésor là, vraiment, je peux. Il est là, il est présent, mais je l'ai jamais travaillé. Et donc pouvoir travailler sa voix, travailler son timbre, travailler, enfin le timbre. Le timbre, c'est la couleur de ta voix, mais travailler à le moduler, travailler à l'amplifier, travailler à porter cette voix haut et claire, travailler à transporter les autres avec toi par ce prisme, par cet outil génial qui est le reflet de ton corps, qui est le reflet de ton âme, qui est le reflet de ton cœur. C'est vraiment un acte euh, merveilleux, je pense, et très très généreux aussi. Et tu sais le nombre de personnes qui me disent, je pense qu'ils n'arrivent pas ou quasi pas, dans toutes les personnes que je rencontre et qui me disent, Gilles, ou qui me demandent, Gilles, tu fais quoi toi dans la vie? Et que je leur dis ce que je fais, que mon boulot à moi, c'est de permettre aux entrepreneurs de, d'accoucher je suis un gynécologue obstétricien, de permettre d'accoucher le talent d'orateur et d'oratrice, euh, de permettre d'accoucher la voix, de mettre ça en vibration. Je pense qu'il n'y a pas de personnes qui ne disent pas oh, c'est génial ça, il me faut ça. Mais entre le nombre de personnes qui disent il me faut ça et concrètement le nombre de personnes qui y vont, c'est un rétrécissement très 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 important. Mais parce Et que c'est donc, proche, tu sais que c'est proche de la peur de la mort, hein. Je veux dire, on connaît cette histoire que les gens préfèrent mourir que de yes, parler en public, ce qui est en yes. fait une réduction d'une enquête qui a été faite en Angleterre qui disent voilà, imaginons que vous êtes à un enterrement, qui vous préférez être? Les gens qui ont perdu le proche, le curé qui fait l'homélie ou le mort dans le cercueil? Et vont dire je préfère être le mort que être celui qui fait l'homélie. Donc c'est ça, donc les gens préfèrent mourir plutôt que de dire, Mm. de se voir dans une position où ils vont faire un discours devant des gens qui sont touchés émotionnellement et qui pourraient vivre mal ce discours. Donc, mais c'est une peur très très profonde chez les gens de prendre la parole parce que derrière, il y a on va dire les deux plus grosses peurs de l'être humain qui sont celui d'être banni de la société, donc d'être jugé pour un mauvais discours et d'être banni, et celui de se bannir soi-même, c'est-à-dire de considérer qu'on a été nul, et donc de ne pas s'aimer, de se bannir soi-même. C'est les deux plus grosses peurs de l'être humain. Donc là, évidemment, il y a une mise en avant qui est dangereuse. Oui. Mais justement, c'est ça le truc, c'est plus dangereux de ne pas travailler ça que de le travailler. C'est plus dangereux de se dire oh là là, je peux pas aller faire un cours de prise de parole avec Gilles Vernick parce que je vais me retrouver ridicule dans un atelier. Mais non, mais c'est justement là qu'il faut être ridicule. C'est pas grave, parce que c'est là où tu vas progresser. C'est là où tu vas apprendre à respirer, tu vois. Le job étant justement d'avoir la maîtrise, de voir les informations. Et après, tu te rends compte que bah, tu prends la parole vachement plus facilement dans n'importe quel cas. Enfin, je veux dire, moi, j'ai été dans des endroits où il a fallu que je prenne le micro et tu étais dans le truc où tu sais même pas si le mot va sortir. Mais j'étais avec cette expiration que je travaille tous les jours avec mes élèves, cette expiration qui est juste un soulagement qui recale l'énergie au bon endroit et qui nous permet de travailler. D'ailleurs, je vois Fleur qui est là et qui a travaillé aussi avec moi sur cette expiration. Et à chaque fois qu'on est calme et qu'on est bien, et ben en fait, ça sort. Mm. Mais pour ça, il faut avoir cette présence d'esprit de dire, je préfère mettre une semaine de travail dans un atelier ou un week-end de travail dans un atelier
et plus avoir la trouille, plutôt que de me dire j'y vais pas parce que je vais me mettre en avant devant les gens et qu'ils vont se foutre de ma gueule, mais finalement passer ma vie presque à la limite à avoir peur qu'on me foute un micro dans les mains. Ça me fait penser aux chefs d'entreprise, aux CEO qui m'appellent souvent. J'ai souvent les assistantes ou les assistants qui m'appellent et qui me disent est-ce que vous pouvez rencontrer mon patron, ma patronne. Alors, je dis ouais, mais je pense qu'il va quand même être important d'abord que je parle à votre patron, votre patronne, je sache de quoi il retourne. C'est possible? Oui, oui, c'est possible. Et alors, il me demande, en général, l'assistante me demande d'abord, ou l'assistant me dit, mais Gilles, est-ce que, ou Monsieur Viernick, est-ce qu'il serait possible de travailler en individuel avec mon boss? Alors je dis, ouais, ouais, bien sûr, c'est possible. Et puis, je demande de parler à la personne qui me repose la même question. Et puis je dis, ouais, ouais, c'est possible. C'est possible. On va pouvoir travailler en individuel, les yeux dans les yeux, si vous voulez, c'est très bien. On va faire un très très chouette travail. Mais est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Alors, il me dit, oui, oui, allez-y, allez-y. Et alors, ma question, c'est, mais est-ce qu'il vous est déjà venu en tête que peut-être il faisait sens de travailler la prise de parole en public en public? J'ai une espèce de... Là, c'est pas beaucoup, il y a un silence. Puis, et puis un éclat de rire qui dit, ah ouais, évidemment, évidemment. Celle-là, j'y avais pas pensé à celle-là. Et donc, bien sûr que travailler la prise de parole en public, en one-to-one, en individuel, c'est un truc génial qui permet de faire des bons avec des bottes de ses pieds. C'est génial. Mais il y a un moment où Et ouais. quand le travail est fait, ce travail-là, et que la personne me dit, bon, c'est génial, mais et c'est quoi l'étape d'après? Ben, l'étape d'après, c'est de venir en groupe. Et c'est travailler avec d'autres pères Dieu en face de soi, qui vont être les témoins de l'autre, de l'altérité, qui vont pouvoir recevoir ton message, qui vont pouvoir recevoir ton émotion, ton histoire, ton authenticité, ta vérité. Sinon, il n'y a rien qui se fait. Ça te... Tout à fait. Non, mais de toute façon, tout à fait. Après, c'est toujours c'est toujours des renoncements, c'est toujours la difficulté de se dire, je vais m'engager à 100%, donc je vais renoncer un petit peu. Tu vois. Donc je veux dire, oui, oui, on les a tous eus en atelier, ceux qui veulent pas faire l'atelier parce qu'ils veulent travailler en one-to-one, mais en réalité, le groupe, nous, on s'en rend compte parce moi j'anime des groupes qui sont quand même très nombreux. Le groupe est une force. Ouais. Parce que c'est aussi ces gens dans l'atelier qui vont voir comme tu es, enfin, comme tu évolues, Oui. mais comme ta parole devient hyper intéressante. Et quand on arrive et qu'on dit trois trucs et que les gens sont là, nous regarder d'un air de dire, oui, bon, bah, on est au début de l'atelier, quoi, tu vois. Et que 2 jours plus tard, finalement, on travaille à monter, à dire tiens, moi je veux bien travailler sur ce texte, donc un texte d'improvisation ou autre chose, et que d'un seul coup on a un public qui dit putain, c'est génial, bravo. Enfin, c'est là où on se rend compte, c'est ça, c'est la prise de parole en public, elle est importante parce qu'elle est en public. Donc si t'as pas le public pour te dire ça, bah, pour te dire quoi ou comment ou qu'est-ce, bah ça sert à rien. C'est presque à la limite, j'ai envie de dire, c'est une expérience qui va rassurer notre ego, alors qu'en fait, le public, c'est une expérience qui va rassurer notre cœur, tu vois. Yes. C'est ça. Yes, complètement. Waouh! On pourrait, je pense, y passer la nuit. Ah ouais, ça, c'est sûr, hein, c'est On arrive, sûr. Hein. on arrive tout doucement au temps qu'on s'était donné pour converser, pour se rencontrer. Si t'es OK, Laurent, je te propose éventuellement qu'on se retrouve dans quelques Ouais, mois ouais, pourquoi pas. sur une autre thématique, si bien entendu le cœur t'en dit. Euh, ouais, je voudrais vraiment te remercier parce que tu donnes et tu donnes vraiment, tu te donnes vraiment et tes messages C'est gentil. enfin, moi, en tout cas, me vont droit au cœur. J'espère que je suis certain qu'ils auront touché plein de monde. Je veux dire il y a moyen d'être en contact avec toi pour les gens qui ne connaissaient pas Laurent avant ce soir. Il y en a probablement Ouais, ouais. peu, mais il y en a peut-être quelques-uns ou quelques-unes. Comment
comment on peut te retrouver, j'imagine, ici? Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi, avec Déjà, ouais, déjà sur travail? Instagram, où il y a un compte avec, on est de 75 000 aujourd'hui à partager les réels et à se marrer ensemble. Et après, il y a mon site, c'est laurent-marchand.com. Mhm. Et où là, il y a tous les programmes. Mais c'est vrai qu'ici, c'est un endroit où on se marre bien. On se marre bien. Yes. Ouais. Et C'est puis, génial. Bah, écoute, et puis juste, je voudrais dire, me remercies de donner, mais si je donne là, c'est parce que toi, tu as décidé de donner. C'est toi qui m'invites, donc je te remercie aussi d'être quelqu'un qui donne et qui permet à des gens d'avoir justement la connaissance sur ces sujets de la prise de parole en public qui sont essentiels parce que les plus beaux moments de notre vie, c'est quand on dit je t'aime à la personne qui nous accompagne. Les plus beaux moments de notre vie, c'est quand on remercie nos parents, c'est quand on dit à nos enfants qu'ils sont formidables. C'est de la parole en fait, c'est des mots qui sortent de notre cœur, c'est des mots qui sortent de notre souffle intérieur. Et cette prise de parole en public, elle est capitale pour grandir, pour aimer. Et vraiment, moi, voilà, j'ai accepté aussi parce que je sais ce que tu fais et parce que je me dis que c'est un grand bienfait pour les gens de comprendre la puissance de la prise de parole en public. Les gens qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à dire je t'aime, sont des gens qui souffrent. Les gens qui n'arrivent pas à s'exprimer dans une réunion, ce sont des gens qui souffrent. Donc, si vous entendez ça et que vous faites partie de ces gens qui souffrent, bah, allez travailler la prise de parole avec Gilles et puis voilà. Je vois la présence de Élise que j'aime beaucoup, qui est une personne aussi qui partage beaucoup sur des choses personnelles de sa vie et, euh, et qui fait de la communication connectée, enfin qui fait de l'écriture connectée. Et en fait, c'est là aussi une autre façon de prendre la parole en public pour livrer des choses qui sont des choses extrêmement profondes et personnelles, avec toute la confiance qu'on peut avoir dans les gens qui vont écouter ça. Et moi, je suis très sensible à ça, très sensible de voir la capacité qu'ont certaines personnes comme Élise de partager des choses qui sont profondes et d'aider les gens à comprendre que en fait on a le droit et c'est beau. Donc exprimez-vous de toutes les façons possibles, comme tu le fais toi, comme je le fais moi, comme le fait Élise, comme le font d'autres gens, et parlez, sortez. on voit vos... Au tout début, il y avait le verbe. Ben voilà. Exactement, exactement. Et donc vraiment l'idée c'est je crée, enfin I create as I speak. Je fais un peu mon Jean-Claude Van Damme ici, mais c'est vraiment on crée les choses, on crée la vie, on crée le monde. Au début était le verbe par ses mots, par ses voix, et donc donnez de votre voix, ouvrez la voix, libérez-la, libérez votre parole, parce que c'est certainement la plus belle chose que vous avez à donner au monde. Je vois là maintenant certains de vos commentaires, l'un ou l'une autre d'entre vous qui dit, je pense que c'est Delphine qui a dit j'ai perdu ma voix pendant 11 ans, pendant 11 mois, pardon, suite à un burn-out. Tout ça, ça se travaille et toute l'idée est vraiment d'éviter d'en arriver là et de pouvoir libérer les choses avant qu'elles ne soient tellement cristallisées, tellement fermées, tellement nécrosées que ça vous mette en situation de souffrance terrible. Tu sais, Gilles, tu parles de Jean-Claude Van Damme en disant je vais pas citer Jean-Claude Van Damme, mais Jean-Claude, il m'a laissé un message quand on l'a interviewé dans les 36 heures, Yes. qui est un message pour dire merci pour l'invitation et dire que il avait passé un super moment. En fait, tu vois, ce mec, il n'a pas besoin de faire ça. Absolument. Il n'a pas besoin de faire ça. Quand quand j'ai écouté ce message, j'avais les larmes aux yeux. Tellement, tellement il était dans son cœur à dire j'ai passé un super moment, c'était vraiment génial, c'est super. Tout. Et en fait, je me dis, mais tu vois, c'est pas nécessaire, mais c'est tellement fort. Yes. Et c'est ça toute la puissance de la prise de parole, c'est que on fait pas ça parce qu'on doit, mais on doit faire ça. C'est le mot de la fin. Merci. Vous me retrouvez sur Impact Academy, sur The School of Speech pour les entreprises. Je t'embrasse, te serre sur mon cœur, je vous embrasse toutes et tous aussi. Merci, merci, merci. C'est un moment délicieux.
Bien sûr. À bientôt, Laurent. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Ciao.